Le destin tragique des Romanov, la dernière famille impériale russe. Pendant un siècle, leur sort a inspiré des films, des livres et des débats enflammés. Une femme à Berlin a-t-elle vraiment été Anastasia? Des tombes découvertes, des tests ADN, des secrets enfouis. On va explorer tout ça. De l'ascension d'une dynastie à sa chute brutale. Suivez-moi dans cette saga épique. Abonnez-vous, prenez un café et découvrons la vérité derrière les légendes. Imaginez une Russie déchirée par le chaos. En 1613, l'époque des troubles ravage le pays. Famine, invasion, lutte de pouvoir. La dynastie des Rurikides, qui régnait depuis des siècles, s'est éteinte avec Fédor Ier, un tsar sans héritier. Le trône est un champ de bataille où s'affrontent boyards, imposteurs et armées étrangères. Dans ce désordre, un jeune homme de 16 ans, Mikhaïl Romanov, émerge comme un espoir. Vivant reclus dans un monastère avec sa mère, il est le petit-neveu d'Anastasia Romanovna, épouse d'Ivan le Terrible. Ce lien lui donne une légitimité fragile mais cruciale. L'Assemblée nationale, le Zemski Sobor, voit en lui un leader capable d'unir une nation fracturée. Malgré sa peur, Mikhaïl accepte la couronne après les mots de sa mère. Mieux vaut périr avec le peuple que le laisser périr sans toi. Ainsi naît la dynastie Romanov qui régnera 304 ans. Les premiers tsars luttent pour consolider leur pouvoir, mais à la fin du XVIIe siècle, la monarchie est forte. Puis arrive Pierre le Grand, un géant colérique obsédé par la modernité. Il voyage en Europe, apprend la construction navale et les tactiques militaires, et force la Russie à entrer dans l'ère moderne. Il bâtit Saint-Pétersbourg, une capitale tournée vers l'Occident, et fait des Romanov les monarques d'un empire. Extension, pour atteindre 800 mots. Pour comprendre l'ascension des Romanov, il faut plonger dans le contexte brutal de l'époque des troubles. La Russie du début du XVIIe siècle est un pays au bord de l'effondrement. Les invasions polonaises et suédoises ont dévasté les frontières. Les boyards, ces nobles puissants, se disputent le contrôle dans un vide politique. La population, affamée et épuisée, prie pour un sauveur. Mikhaïl Romanov n'était pas un choix évident. À 16 ans, il n'avait ni expérience ni ambition. Pourtant, son lien avec Anastasia Romanovna, figure aimée du peuple, faisait de lui un symbole d'unité. Le Zemski Sobor, composé de nobles, de prêtres et de citoyens, a vu en lui une chance de restaurer l'ordre sans menacer leurs propres intérêts. Lors de son couronnement, la Russie entière retient son souffle. Mikhaïl, timide et hésitant, doit naviguer un pays en ruine. Ses premières années sont marquées par des défis. Consolider le pouvoir face aux boyards jaloux, repousser les envahisseurs et redonner espoir au peuple. Sous les premiers Romanov, la Russie se stabilise lentement. Le père de Mikhaïl, Fyodor Romanov, un homme d'église forcé de devenir moine sous le règne de Boris Godunov, joue un rôle clé en coulisses. La dynastie s'appuie sur l'église orthodoxe pour légitimer son règne, un pilier qui restera central jusqu'à la fin. Mais c'est Pierre le Grand qui transforme la dynastie en une puissance mondiale. Ce tsar, mesurant plus de 2 mètres, est une force de la nature. Fasciné par l'Europe, il voyage incognito en Hollande et en Angleterre, travaillant dans des chantiers navals pour apprendre. De retour en Russie, il impose des réformes radicales. Il oblige les nobles à raser leur barbe, symbole de l'ancienne Russie, et modernise l'armée. La fondation de Saint-Pétersbourg, construite sur des marais à un coût humain énorme, symbolise son ambition, faire de la Russie une puissance européenne. Pierre n'était pas sans défaut. Son tempérament violent et ses méthodes brutales aliénaient certains nobles, mais ses réformes posent les bases d'un empire. Sous son règne, les Romanov ne sont plus seulement des tsars. Ils deviennent des monarques absolus, craints et respectés. L'ascension des Romanov est aussi une histoire de symboles. Leur lien avec l'Église et leur capacité à incarner l'unité nationale leur donnent une aura presque mystique. Pourtant, dès le début, des fissures apparaissent. Les réformes de Pierre, bien qu'impressionnantes, creusent un fossé entre l'élite modernisée et les masses paysannes, toujours attachées à leur tradition. Ce contraste deviendra une source de tension pour les siècles à venir. En regardant cette période, on comprend pourquoi les Romanov ont captivé l'imaginaire. Ils sont nés du chaos, portés par l'espoir d'un peuple désespéré, et ont bâti un empire sur des fondations fragiles mais résilientes. Catherine la Grande marque l'apogée des Romanov. Née princesse allemande, elle s'empare du trône en renversant son mari, Pierre III. Brillante et calculatrice, elle étend l'empire par des conquêtes et une diplomatie habile. Son règne est un âge d'or pour les arts et l'éducation, mais le servage et les inégalités persistent. Au XIXe siècle, la Russie est un géant territorial, s'étendant de la Pologne au Pacifique, mais ses fondations sont fragiles.
L'autocratie, l'orthodoxie et le nationalisme soutiennent le trône, tandis que l'Europe embrasse réforme et industrialisation. La dynastie Romanov, malgré sa grandeur, est confrontée à des contradictions croissantes entre modernité et stagnation, richesse et misère, pouvoir absolu et appel au changement. Catherine la Grande, arrivée en Russie comme Sophie Auguste de Prusse, incarne l'apogée des Romanov. En 1762, elle orchestre un coup d'État contre son mari, Pierre III, un dirigeant impopulaire perçu comme trop pro-prussien. Catherine, avec son charisme et son intelligence, transforme la Russie en une puissance culturelle et militaire. Elle correspond avec des philosophes des Lumières comme Voltaire, finance des écoles et promeut les arts. Ses conquêtes, notamment contre l'Empire ottoman, agrandissent la Russie, ajoutant la Crimée et des territoires méridionaux. Pourtant, son règne n'est pas sans ombre. Le servage, qui enchaîne des millions de paysans, s'intensifie sous son règne. Les révoltes, comme celle de Pougatchev en 1773, révèlent le mécontentement des masses. Catherine, bien que progressiste en théorie, maintient un système oppressif pour préserver son pouvoir. Au XIXe siècle, la Russie des Romanov est un colosse aux pieds d'argile. L'empire s'étend sur 3 continents, mais sa société reste figée dans un passé féodal. L'autocratie, où le tsar est considéré comme un père divin, s'oppose aux idéaux démocratiques qui gagnent l'Europe. L'Église orthodoxe, pilier du régime, renforce cette vision, prêchant l'obéissance absolue. Le nationalisme russe, exaltant l'idée d'une « sainte Russie », sert à unir le peuple, mais il masque des fractures sociales profondes. Les paysans, qui forment la majorité de la population, vivent dans une misère extrême, tandis que l'élite profite d'une opulence digne des cours européennes. Cette contradiction devient un terreau fertile pour les idées révolutionnaires. Les tsars du XIXe siècle tentent, avec des succès mitigés, de concilier tradition et modernité. Alexandre Ier, qui règne de 1801 à 1825, est un paradoxe. Vainqueur de Napoléon, il est célébré comme un héros, mais sa mort mystérieuse en 1825 alimente des légendes. Certains prétendent qu'il a abdiqué pour devenir moine. Son frère, Nicolas Ier, adopte une ligne dure. Surnommé le « gendarme de l'Europe », il écrase toute dissidence, notamment l'insurrection des décembristes, un groupe d'officiers réformistes. Son règne renforce l'État policier, mais il ne peut arrêter la diffusion des idées libérales et socialistes. Les universités, les cafés et les cercles intellectuels bourdonnent de débats sur la liberté, l'égalité et la justice. Les œuvres de penseurs comme Marx commencent à circuler, posant les bases d'une tempête à venir. Cette période met en lumière une vérité cruelle. La grandeur des Romanov repose sur un système fragile. Leur empire, impressionnant en surface, est miné par l'inégalité et la répression. Les tsars, enfermés dans leur palais, semblent incapables de saisir l'ampleur des changements qui secouent le monde. Alors que l'Europe s'industrialise, la Russie reste largement agraire, avec une bureaucratie lourde et une armée mal équipée. Les Romanov, symboles d'un pouvoir divin, commencent à perdre leur aura. Leur histoire, à ce stade, est celle d'une dynastie qui brille de 1000 feux, mais dont les fondations s'effritent sous le poids de leurs propres contradictions. Le XIXe siècle marque le début du crépuscule pour les Romanov. Alexandre Ier, qui triomphe de Napoléon en 1812, reste une figure énigmatique. Sa mort en 1825, officiellement d'une fièvre, alimente des rumeurs persistantes. Aurait-il fui pour vivre en ermite? Cette légende reflète le désarroi d'une nation en quête de sens. Son frère, Nicolas Ier, monte sur le trône avec une poigne de fer. En décembre 1825, il écrase la révolte des décembristes, des officiers réformistes qui rêvent d'abolir le servage et d'instaurer une constitution. Leur exécution publique envoie un message clair. Toute dissidence sera punie. Nicolas, surnommé le tsar de fer, centralise encore plus le pouvoir, créant un réseau d'espions et de censeurs pour étouffer les idées libérales. Mais il ne peut arrêter le vent du changement. Les universités deviennent des foyers de pensée révolutionnaire et les idées de Karl Marx, bien que marginales, commencent à séduire les intellectuels. Sous Alexandre II, le tsar libérateur, la Russie connaît des réformes majeures. En 1861, il abolit le servage, libérant des millions de paysans. Mais cette réforme, mal appliquée, laisse les paysans endettés et frustrés. Les attentats contre Alexandre II se multiplient et en 1881, il est assassiné par des révolutionnaires. Son fils, Alexandre III, revient à une politique autoritaire, renforçant la répression. Lorsque Nicolas II monte sur le trône en 1894, il hérite d'un empire au bord de l'implosion. Jeune, inexpérimenté et indécis, il est mal préparé à gouverner.
Son couronnement en 1896 est marqué par la tragédie de Kodenka. Une fête populaire tourne au désastre quand une foule paniquée cause la mort de 1400 personnes. Nicolas, au lieu de montrer de l'empathie, assiste à un bal le soir même, gagnant le surnom de Nicolas le Sanglant. Ce faux pas cristallise le mécontentement populaire. La guerre russo-japonaise de 1904-1905 aggrave la situation. Mal préparée, la Russie subit une défaite humiliante face au Japon, une puissance émergente. Cette débâcle déclenche la révolution de 1905. Grèves, mutineries et manifestations paralysent le pays. Nicolas, à contre-cœur, accepte de créer une Douma, un parlement, mais il a dissous desquels s'opposent à lui. Cette demi-réforme ne satisfait personne. Les libéraux veulent plus de pouvoir, les révolutionnaires exigent la fin de la monarchie, et les conservateurs craignent le chaos. Pendant ce temps, la vie personnelle de Nicolas ajoute à l'instabilité. Sa femme, Alexandra, est impopulaire en raison de ses origines allemandes et de son mysticisme. Leur fils, Alexis, souffre d'hémophilie, une maladie qui renforce l'influence de Raspoutine, un moine controversé. Les rumeurs de corruption et de débauche autour de Raspoutine alimentent la méfiance envers la cour. À l'aube du XXe siècle, les Romanov sont un symbole de pouvoir, mais aussi de fragilité, incapables de s'adapter à une société en mutation. Nicolas II monte sur le trône en 1894, à seulement 26 ans, dans un climat de méfiance. Sa douceur et son dévouement à sa famille contrastent avec son incapacité à gouverner un empire en crise. La tragédie de Kodenka, où 1400 personnes meurent dans une bousculade lors de son couronnement, le marque au fer rouge. Son choix d'assister à un bal le soir même, plutôt que de visiter les victimes, scandalise le peuple. Ce faux pas, combiné à son indécision, alimente l'image d'un tsar déconnecté. La guerre russo-japonaise de 1904 à 1905 est un désastre. La flotte russe, envoyée à l'autre bout du monde, est anéantie et la défaite humiliante attise la colère populaire. La révolution de 1905 éclate. Ouvriers, paysans et soldats exigent des réformes. Nicolas, sous pression, crée la Douma, mais son refus de partager le pouvoir réel transforme cette concession en mirage. La vie personnelle de Nicolas complique encore les choses. Alexandra, sa femme, est vue comme une étrangère, froide et influencée par Raspoutine, un moine autoproclamé doté de pouvoirs mystiques. Leur fils, Alexis, souffre d'hémophilie, une maladie incurable à l'époque. Raspoutine, qui semble apaiser les crises d'Alexis, gagne une influence démesurée à la cour, alimentant les rumeurs de corruption et de débauche. Ces scandales érodent la crédibilité des Romanov. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate en 1914, la Russie est mal préparée. Les soldats manquent d'armes, les infrastructures s'effondrent et les pertes s'accumulent. Plus d'1 million de morts en 3 ans. En 1915, Nicolas prend une décision désastreuse. Il assume le commandement de l'armée, laissant Alexandra et Raspoutine gérer le pays. Cette décision renforce l'image d'une monarchie défaillante, surtout quand Alexandra, d'origine allemande, est accusée de trahison. En février 1917, Petrograd s'embrase. Les pénuries alimentaires et le mécontentement général déclenchent des émeutes massives. Les soldats, autrefois loyaux, se mutinent. La Douma, défiant le tsar, se proclame autorité légitime. Le 15 mars 1917, Nicolas abdique, espérant sauver sa famille en passant le trône à son frère Mikhaïl. Mais Mikhaïl, conscient du chaos, refuse. Pour la première fois en 3 siècles, la Russie n'a plus de tsar. Les Romanov sont placés en résidence surveillée, d'abord à Tsarskoye Selo, puis à Tobolsk et enfin à Yekaterinbourg. Leur sort devient un enjeu politique. Les bolcheviks, qui prennent le pouvoir en octobre 1917, les voient comme une menace. Vivants, les Romanov pourraient rallier les forces contre-révolutionnaires, notamment l'armée blanche. Alors que la guerre civile fait rage, leur destin s'assombrit, annonçant une fin tragique. À l'été 1918, les Romanov ne sont plus des monarques, mais des captifs. Après leur abdication, ils sont transférés de résidence en résidence, finissant à Yekaterinbourg, dans une maison banale transformée en forteresse, la maison à usage spécial. Les fenêtres sont scellées, les gardes bolcheviques surveillent chaque mouvement. Nicolas, Alexandra et leurs 5 enfants, Olga, Tatiana, Maria, Anastasia et Alexis, vivent dans un climat de peur. Alexandra, affaiblie par le stress, souffre de migraines et de problèmes cardiaques. Alexis, l'héritier de 13 ans, est ravagé par l'hémophilie, incapable de marcher certains jours. Les grandes duchesses, âgées de 17 à 22 ans, s'accrochent à des routines simples, lecture, prière, couture. Les domestiques, fidèles jusqu'au bout, partagent leur sort.
Mais l'atmosphère s'alourdit. Les rations diminuent, les gardes deviennent brutaux, et les nouvelles de la guerre civile s'infiltrent. L'armée blanche, anti-bolchevique, approche. Pour les bolcheviques, les Romanov vivants sont une menace. Ils pourraient devenir un étendard pour les loyalistes ou un atout diplomatique pour les Alliés. À Moscou, Lénine et le Soviet des Urals prennent une décision implacable. La famille doit disparaître. Dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, le commandant Yakov Yurovsky exécute l'ordre. Vers 1h30, il réveille les Romanov, prétextant un transfert pour leur sécurité. Méfiants mais résignés, ils suivent. Nicolas porte Alexis, trop faible pour marcher. Au sous-sol, on leur demande de s'asseoir pour une prétendue photo. 2 chaises sont apportées pour Alexandra et Alexis. Puis, Yurovsky entre avec 11 exécuteurs. Il lit un verdict lapidaire, le soviet les condamne à mort. Avant que Nicolas ne puisse réagir, une balle l'atteint en pleine poitrine. Le chaos éclate. La pièce, petite et enfumée, devient un cauchemar. Les exécuteurs, nerveux et parfois ivres, tirent à l'aveugle. Alexandra et les domestiques s'effondrent rapidement. Mais les filles, protégées par des bijoux cousus dans leur corset, résistent aux balles. Ces pierres précieuses, destinées à préserver leur fortune, agissent comme une armure. Olga, Tatiana, Maria et Anastasia, blessées mais vivantes, gémissent sur le sol. Paniqués, certains gardes s'enfuient. Yurovsky ordonne l'usage des baïonnettes. Le massacre, brutal et désordonné, s'achève dans un silence glaçant. Les corps sont dépouillés, transportés dans la forêt de Kopchaki et jetés dans une mine peu profonde. Craignant une découverte, Yurovsky ordonne leur mutilation, acide sulfurique, essence, crosse de fusil. Les restes d'Alexis et d'une fille, probablement Maria, sont séparés et enterrés ailleurs. Les bolcheviks mentent, affirmant que la famille est en sécurité, semant les graines d'un mystère qui entra le XXe siècle. Le massacre des Romanov laisse un vide que les rumeurs comblent rapidement. Dans l'exil, les émigrés russes murmurent des histoires de sauvetage miraculeux. La plus célèbre concerne Anastasia, la plus jeune fille, dont la jeunesse et le charisme en font une figure idéale pour les légendes. En 1920, une jeune femme est sauvée d'un canal à Berlin après une tentative de suicide. Silencieuse pendant des mois, elle finit par déclarer être Anastasia. Anna Anderson, comme elle se fait appeler, fascine le monde. Ses cicatrices, son comportement fragile et ses souvenirs précis de la cour impériale convainquent certains, dont Gleb Botkin, fils du médecin assassiné des Romanov, et Ernst Ludwig, oncle d'Anastasia. Mais d'autres, comme la grande-duchesse Olga, tante d'Anastasia, la rejettent. Commence alors un feuilleton judiciaire qui dure de 1938 à 1970. Les tribunaux allemands examinent graphologues, psychologues et témoignages. Anna, installée aux États-Unis avec son mari excentrique, Jacques Manahan, ne renonce jamais à son histoire. En 1984, à sa mort, le mystère persiste. La science finit par trancher. En 1994, un échantillon de tissu d'Anna Anderson, prélevé lors d'une opération, est analysé. L'ADN mitochondrial révèle qu'elle est Franziska Szankowska, une ouvrière polonaise avec des antécédents psychiatriques. Son histoire, bien que tragique, est un mythe. Pendant ce temps, en Russie, la vérité émerge lentement. En 1979, 2 historiens amateurs, Alexander Avdonin et Gulyabov, localisent une tombe près d'Yekaterinbourg, guidés par des récits de bolcheviks. La peur du KGB les force à garder le secret jusqu'en 1991, après la chute de l'URSS. L'exhumation révèle 9 squelettes, Nicolas, Alexandra, 3 filles et 4 domestiques. Mais Alexis et une fille, Maria ou Anastasia, manquent, ravivant les espoirs. En 2007, une seconde tombe, à 70 mètres, contient les restes calcinés d'un garçon et d'une fille. L'ADN mitochondrial, comparé à celui de descendants comme le prince Philippe, confirme leur identité. Alexis est probablement Maria. La science clôt le débat. Tous les Romanov sont morts en 1918. Pourtant, l'Église orthodoxe russe, qui a canonisé la famille en 2000, hésite à reconnaître les restes. Des responsables invoquent des doutes sur la chaîne de garde, malgré les preuves irréfutables. Des conspirationnistes alimentent des théories absurdes, restes falsifiés, têtes envoyées à Moscou, meurtres rituels. Ces idées, souvent teintées d'antisémitisme, reflètent un refus de la vérité. Vladimir Poutine, quant à lui, exploite le mythe des Romanov pour mêler nostalgie impériale et fierté nationale. L'histoire des Romanov reste prisonnière de la politique, des croyances et d'un deuil inachevé, même un siècle plus tard. L'histoire des Romanov ne s'arrête pas à leur mort. Leur tragédie a inspiré des œuvres d'art,
des films, des livres et même des comédies musicales, façonnant l'imaginaire collectif. Le mythe d'Anastasia, en particulier, est devenu un phénomène culturel. Le film d'animation de 1997, Anastasia, bien que romancé, a captivé des générations avec son histoire d'une princesse perdue et d'un amour impossible. Ce récit, bien loin de la réalité brutale, montre à quel point le public cherchait une lueur d'espoir dans cette tragédie. Les romans, comme ceux de Robert Camassi, ont exploré les détails historiques, tandis que des pièces de théâtre et des séries, comme The Last Tsar sur Netflix, ont ravivé l'intérêt pour les Romanov. Mais pourquoi cette fascination? La réponse réside dans la combinaison de grandeur, de drame et de mystère. Les Romanov incarnent une époque révolue, un monde de palais et de couronnes, mais aussi une chute brutale, presque shakespearienne. Leur histoire a aussi servi de miroir aux sociétés modernes. En Russie, les Romanov sont devenus des symboles ambivalents. Pour certains, ils représentent une gloire passée, une Russie impériale forte et unie. Pour d'autres, ils symbolisent l'oppression d'un système autocratique. Cette dualité se reflète dans la culture populaire. Les expositions, comme celle du musée de l'Ermitage, présentent leurs bijoux et leurs portraits, attirant des milliers de visiteurs. Mais les récits conspirationnistes, alimentés par des livres et des forums en ligne, continuent de prospérer, mélangeant faits et fiction. Les Romanov sont devenus un canevas sur lequel chaque époque projette ses espoirs, ses peurs et ses idéologies. Le rôle de l'Église orthodoxe dans cette histoire est également crucial. En canonisant les Romanov en 2000, elle leur a conféré une aura de sainteté, transformant leur mort en martyrs. Cette canonisation n'était pas seulement spirituelle, elle avait une dimension politique. Dans la Russie post-soviétique, où l'identité nationale était en reconstruction, les Romanov offraient un lien avec un passé glorieux. Pourtant, l'hésitation de l'Église à reconnaître les restes découverts en 1991 et 2007 montre une tension entre foi et science. Cette réticence reflète une méfiance envers les institutions occidentales, perçues comme hostiles à la Russie. Les Romanov, même morts, restent au cœur de débats sur l'identité russe. Sur le plan international, leur histoire a aussi eu un impact. Les émigrés russes, dispersés en Europe et en Amérique, ont entretenu le mythe d'un possible survivant. Les imposteurs, comme Anna Anderson, ont exploité ce vide émotionnel. Leur succès montre à quel point le public voulait croire en un miracle. Les procès autour d'Anna Anderson, médiatisés à outrance, ont transformé l'histoire des Romanov en un feuilleton mondial. Même aujourd'hui, des forums en ligne et des documentaires continuent d'explorer les « et si ». Cette obsession reflète une vérité universelle. Face à l'horreur, l'humanité cherche des histoires d'espoir, même si elles sont illusoires. Dans la Russie contemporaine, les Romanov sont plus qu'un souvenir historique. Ils sont un outil politique. Sous Vladimir Poutine, leur image a été soigneusement remodelée. Poutine, en quête d'une légitimité historique, a promu une vision qui fusionne la grandeur impériale des Romanov avec la fierté soviétique. Les cérémonies commémoratives, comme celle marquant le centenaire de leur exécution en 2018, ont été orchestrées avec soin. Des monuments et des églises, comme celle construite à Yekaterinbourg sur le site de leur mort, attirent pèlerins et touristes. Ces lieux deviennent des symboles d'une Russie éternelle, unie par la foi et l'histoire. Pourtant, cette réhabilitation est sélective. Nicolas II est présenté comme un martyr, un père dévoué sacrifié par des forces révolutionnaires. Cette image omet ses erreurs, son indécision, sa répression des révoltes, son incapacité à réformer. En glorifiant les Romanov, le régime cherche à renforcer un récit nationaliste où la Russie apparaît comme une victime des ingérences étrangères. Les théories conspirationnistes, comme celle accusant des forces anti-russes d'avoir falsifié les restes, s'inscrivent dans cette narrative. Elles permettent de rejeter la science occidentale tout en exaltant une identité russe distincte. L'Église orthodoxe joue un rôle clé dans ce processus. Bien qu'elle ait canonisé les Romanov, elle reste divisée sur la question des restes. Certains prêtres et fidèles continuent de douter, voyant dans les tests ADN une tentative de profaner leur martyr. Cette méfiance reflète un clivage plus large dans la société russe, entre ceux qui embrassent la modernité et ceux qui s'accrochent à une vision traditionnaliste. Les Romanov, même un siècle après leur mort, restent un champ de bataille idéologique. À l'échelle mondiale, leur histoire continue de résonner. Les débats sur la monarchie, l'autocratie et la révolution restent pertinents dans un monde où les démocraties sont mises à l'épreuve. Les Romanov rappellent les dangers d'un pouvoir absolu, mais aussi la fragilité des sociétés face au changement. Leur tragédie, universelle dans sa brutalité, continue d'inspirer des réflexions sur la justice, la mémoire et la vérité. En Russie, leur héritage est un paradoxe. Une dynastie née du chaos,
détruite par le chaos, est ressuscitée comme symbole d'unité dans un pays toujours en quête de son identité. Et voilà l'histoire tragique des Romanov. De leur ascension dans le chaos à leur fin brutale, leur saga mêle pouvoir, trahison et mystère. La science a parlé. Aucun survivant, juste des os et des vérités douloureuses. Mais le mythe persiste. Que pensez-vous? Les Romanov sont-ils tous morts cette nuit-là? L'Église devrait-elle accepter les preuves? Anna Anderson était-elle une menteuse ou une rêveuse? Laissez votre avis en commentaire, likez si vous avez aimé, partagez cette histoire et abonnez-vous pour plus de récits historiques. À bientôt pour une nouvelle aventure.